Un jeu vidéo, c'est un équilibre fragile entre tous les éléments qui le composent. Parmi eux, la musique a toujours joué un rôle majeur. Elle est souvent le principal facteur de nostalgie lorsqu'on rejoue aux jeux de notre enfance. Cette musique fut longtemps rejetée et méprisée par les non-joueurs, pour qui le charme de la musique sound chip est largement incompréhensible. On nous disait que la musique de jeux vidéo est sans âme, générée par un ordinateur programmé à l'infinie répétition. Mais les joueurs savaient que derrière la machine, il y avait toujours un homme qui mérite le titre de compositeur. L'évolution des consoles et de leur capacité sonore leur ont permis de toucher toutes les oreilles. Mais si les machines ont bien changé, les compositeurs, eux, sont toujours les mêmes. Nous partons pour le Japon, le seul pays au monde où certains compositeurs de jeux vidéo ont atteint le rang de star. Là-bas, ça fait longtemps que la musique de jeux vidéo est un genre. Il y a un nom pour ça, ça s'appelle la game music. Le plus connu et le plus populaire de tous, c'est le compositeur de la série des Final Fantasy, Nobuo Uematsu. Après avoir quitté Square Enix en 2004, il fonde sa propre société, Smile Please, et commence sa nouvelle carrière en tant que freelance. À l'époque des premiers épisodes de Final Fantasy, on travaillait sur la NES. Et cette machine était incapable de produire des sons évolués. On devait faire de la musique avec des bups, des bips. Donc, la seule solution était de réaliser une mélodie. De nos jours, les musiques de jeux vidéo sont enregistrées en studio et reproduites telles quelles par les consoles. On peut obtenir un certain résultat simplement avec le timbre d'un joli son. Mais à l'époque, il était inimaginable d'obtenir une émotion uniquement avec le timbre du son de la NES. Son succès vient de son aptitude à toucher le cœur du joueur avec des mélodies simples et délicates comme ce morceau ultra célèbre, symbole de la série et dont la légende veut qu'il fût composé en 10 minutes. Ce jour-là, on venait de terminer le premier Final Fantasy. Je me reposais tranquillement quand le réalisateur Sakaguchi est venu me voir soudainement et il m'a dit « On a encore besoin d'une musique pour le prologue, il nous la faut tout de suite ». J'ai dit « D'accord, d'accord » et j'ai commencé à composer. En fait, si j'ai composé cette musique en 10 minutes, c'est que je n'avais pas vraiment le choix. Les gens me disent souvent que dans mes musiques, on ne sent pas vraiment une montée en puissance lorsqu'arrive le refrain. Ils attendent que ça monte, et boum, que ça explose au refrain. Mais non, ça ne s'envole pas. Mais lorsqu'on réécoute la musique plusieurs fois, on commence à s'habituer et à apprécier le morceau comme ça. Enfin, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, moi quand je compose, je n'éprouve pas le besoin d'en faire plus. Sans doute que ma façon de faire ne conviendrait pas du tout à l'écriture d'une chanson pop si on voudrait qu'elle rentre dans les charts. Mais une musique de jeu vidéo doit être faite pour être écoutée en boucle lorsqu'on joue. Et si on faisait une grosse montée au moment du refrain, ça deviendrait vite très lassant. Déjà reconnue dans son pays, la popularité de Nobuo Uematsu deviendra internationale avec Final Fantasy VII sur PlayStation, qui remporta un succès mondial. Ensuite, toujours sur PlayStation, viendront l'épisode 8, à la fois magnifique et très controversé, et l'épisode 9, qui est le préféré du compositeur au niveau musical. Enfin, l'épisode 10 sur PS2 préparera son départ de Square Enix, puisque pour la première fois, il ne sera plus seul aux commandes de la musique. C'est moi qui ai composé le thème d'ouverture au piano de Final Fantasy X. J'avoue que sur ce coup-là, je suis assez content de moi. Moi, je veux partager ma musique avec les autres. J'ai envie de leur dire « Cette mélodie me plaît, et vous ? Et vous ?» Et s'ils me répondent « Oui, moi aussi, ça me plaît », alors il y a un lien qui se crée. S'il y a une chose qui nous permet de nous rejoindre dans notre jugement de valeur, même en habitant des pays différents, si une telle chose est possible, vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de formidable ?
wishing they would be heard. J'ai vécu un moment incroyable lors du concert en juin 2004 à Los Angeles. Je crois que je n'avais jamais ressenti une telle excitation depuis que je suis né. J'ai été accueilli dans la salle par une standing ovation. Et quand la musique a commencé, les 2000 spectateurs se sont mis à hurler comme dans un concert de rock, alors qu'ils étaient en face d'un bel et digne orchestre. C'est là que je me suis dit que j'avais bien fait de faire de la musique de jeux vidéo. Les éditeurs japonais sont depuis longtemps conscients du potentiel de la game music. Si dans certains cas on trouve parfois des bandes originales de jeux en Occident, au Japon ça concerne plus de 3/4 des jeux. Chez le disquaire, le rayon game music est aussi fourni que celui des bandes originales de films. On ne pouvait pas vraiment appeler ça des bandes originales de jeux vidéo. Mais on trouve depuis l'époque de la NES des disques vinyles avec des sons de jeux dessus. Celui-là date de 1987. Ensuite, on a vu apparaître des CD de bandes originales de jeux vidéo depuis l'époque de la Super Nintendo environ. Il se vend bien sûr beaucoup de musique de jeux récents, mais on trouve aussi à foison des rééditions de vieilles musiques de jeux vidéo. Ceux qui achètent ce genre de CD sont en général des adultes qui ont joué à la NES dans leur enfance et qui ont aujourd'hui la trentaine. Ils écoutent ce genre de musique surtout par nostalgie. S'il y a nostalgie, c'est parce que la game music a toujours été une expérience à part. C'est aussi grâce au travail acharné de certains compositeurs pour explorer les limites des capacités sonores des machines 8 et 16 bits. Parmi eux, un certain Yuzo Koshiro. Quand j'étais au lycée, il y a 3 jeux qui ont changé ma vie. C'est vraiment le destin qui les a mis sur ma route. C'était Druaga, Space Harrier et Gradius. Ce sont ces 3 jeux qui m'ont décidé à faire ce métier. Les musiques étaient si belles. Il se lance donc dans le métier à 19 ans et grâce à son succès fonde très vite sa société Uncient. Parmi ses travaux les plus connus, Streets of Rage et Actraiser. Après avoir travaillé sur de nombreux jeux pour Super Nintendo et Mega Drive, il deviendra producteur sur le jeu The Story of Thor dont il composera également les musiques. Il en réalisera aussi une suite pour la Sega Saturn. À cette époque, pour faire de la musique, il fallait avoir un certain niveau en informatique. Sans ces compétences, il était impossible de sortir un son correct, surtout en ce qui concerne la Mega Drive. Et c'est justement sur Mega Drive qu'est sorti son chef-d'œuvre, la série des Streets of Rage. Les sons utilisés sont révolutionnaires. C'est à la fois une réussite artistique et un exploit technique. Pour moi, Streets of Rage est un tournant dans ma carrière. Auparavant, je n'avais jamais fait que des musiques très stylées jeux vidéo. Lorsque j'ai commencé à travailler sur Streets of Rage, c'était les débuts de la house music. À cette époque, j'adorais sortir en club et j'allais danser au moins une fois par semaine. C'est là que j'ai eu envie d'utiliser un peu ce genre de musique dans un jeu. Je reçois encore aujourd'hui des réactions de fans de Streets of Rage, surtout de l'étranger. Et au contraire, j'ai eu de très mauvais retours des joueurs japonais. Ça n'a pas plu du tout ici. Plus récemment, Yuzo Koshiro fut également chargé d'une partie des musiques de Shenmue. Sur Shenmue, le producteur Yu Suzuki était incroyablement précis dans ses demandes. Il expliquait ce qu'il voulait dans les moindres détails. Ensuite, je revenais la semaine suivante avec mes morceaux. Je les lui faisais écouter et là, il disait « Bon, ça va, je garde ». Ou alors « Ça c'est nul, à dégager ». Ça se passait comme ça. Quand on fait ce métier, on a peu de temps pour se faire des amis.
Mais malgré tout, je sors souvent avec monsieur Osoe et monsieur Sakimoto. Je m'entends bien avec eux car ce sont de vrais gamers. Et surtout Sakimoto. On est vraiment fans de jeux tous les deux. D'abord, je parcours un peu les documents qu'on me donne sur le jeu. Ensuite, je fais quelques essais sur mon clavier pour trouver des idées. Quand je tiens un premier thème, je continue à le développer au clavier. Une fois que je suis sûr de moi, je commence à travailler les arrangements. Je n'écris donc jamais de partition sur le papier, sauf si on me le demande expressément. Depuis la mélodie jusqu'aux arrangements, j'ai juste besoin de mon synthé. Hitoshi Sakimoto a lui aussi des fans dans le monde entier. Cela se comprend vite quand on jette un coup d'œil à sa discographie où apparaissent des jeux légendaires comme Radiant Silvergun, Gradius 5, Final Fantasy Tactics, Dragon Quest VI, Tactic Ogre ou encore Vagrant Story. Comme beaucoup de gens du milieu, lui aussi a fait ses premières armes sur les consoles 8 et 16 bits. Quand j'ai débuté dans ce métier, c'était une époque où il était impossible de composer une musique de jeu sans savoir programmer. Même un peu plus tard, il valait mieux s'y connaître en informatique pour s'en sortir. À cette époque, on passait plus de temps à bidouiller la machine qu'à composer réellement. À force, il arrivait qu'on ne pense plus vraiment à la musique, mais juste à créer un son encore inconnu sur la machine. C'était vraiment un plaisir que de chercher à repousser les limites sonores des consoles de l'époque. Final Fantasy Tactics, même s'il est à part dans la série, porte quand même le nom de Final Fantasy. J'avais donc une sacrée pression quand j'ai dû m'y mettre. Je devais faire attention à ne pas décevoir les fans de la série. Je me disais qu'il fallait que je prenne peut-être un peu le style de Nobuo Uematsu. Bref, je me suis vraiment tourmenté. Parmi les compositions de Sakimoto, celle qu'il a réalisée pour Vagrant Story se détache du reste. Il s'en dégage une couleur particulière qu'on ne retrouve pas ailleurs. Dans notre métier, la condition pour survivre est de vendre des jeux. Mais on a voulu aller le plus loin possible malgré ses limites. Normalement, je fais attention à ne pas faire fuir le joueur avec un son trop difficile à accepter. Je veille toujours à ne pas franchir cette limite. Mais pour ce jeu, je suis allé bien au-delà. Cela donne un résultat finalement assez spécial. En fait, je l'ai vraiment fait à ma sauce. Je me suis bien amusé en tout cas. Actuellement, Hitoshi Sakimoto est en train de composer les musiques de Final Fantasy XII. On aurait pu rêver meilleur successeur pour prendre la relève de Nobuo Uematsu. Mais même pour quelqu'un d'aussi expérimenté, passer après lui est un exercice difficile. L'immense communauté des fans de Final Fantasy a les yeux tournés vers lui. Ici encore, je me suis posé pas mal de questions. Mais finalement, j'ai décidé de composer à ma manière. Dans la mesure du possible, je vais suivre mon propre chemin. En fin de compte, ce n'est pas très éloigné de mon style habituel. Voici un disque très célèbre produit par Haruomi Hosono du groupe Wayamo. Il utilise une palette de sons tirés des jeux de Namco. C'est le premier disque du genre, et peut-être que sans lui, il n'y aurait pas aujourd'hui cet engouement pour les bandes originales de jeux vidéo. Si on compare à ce que c'était il y a 10 ans, aujourd'hui on ne vend quasiment plus rien en game music. Enfin,
Excepté les disques de Nobuo Uematsu, bien sûr. Nobuyoshi Sano a travaillé pendant plus de 10 ans chez Namco, où il a réalisé les musiques des Ridge Racer, des Tekken, et plus récemment du jeu Standalone Complex pour le studio Caviar. À l'époque, on pressait un CD de musique de jeu à 10 000 exemplaires environ. Il faut dire que ça ne coûte rien du tout à produire pour l'éditeur puisque les musiques existent déjà. C'était donc un bon business pour eux. Mais aujourd'hui, on vend quoi ? 5 000, 2 000 ? Franchement, de nos jours, 5 000, c'est déjà vraiment bien. Moi, je ne sais vraiment pas jouer du synthé. En fait, quand je bosse, je suis toujours comme ça. Avant, on travaillait dans un studio avec des machines partout. Mais de nos jours, un simple PC suffit pour tout faire, du début jusqu'à la fin. Moins connu du grand public que ses illustres confrères, Sano est pourtant un compositeur qui a toujours su coller au plus près à l'esprit du jeu, tout en produisant un son totalement différent de ce qui se fait ailleurs. La série des Ridge Racer en est peut-être le meilleur exemple. Plus récemment, beaucoup ont pu apprécier son travail tout en finesse et en mélancolie sur le jeu Dragon Dragoon de Square Enix. Oui, quand je commence un morceau, je fais quelques tests en tripotant les touches du clavier. Et une fois que j'arrive à quelque chose de pas trop mal, je réfléchis tranquillement aux arrangements. Là, je me tiens bien droit. Mais normalement, quand je suis à bloc dans un morceau, je suis plutôt comme ça. Ou comme ça. Ou même avec un pied sur le bureau. Moi, j'aime quand j'entends un son qui s'affirme pour de vrai. Même si c'est une musique de jeu, pour moi c'est ça l'important. Je n'aime pas quand j'entends une musique de jeu qui fait trop automatique. Ça pour moi c'est pas de la bonne musique. À ce propos, j'aime beaucoup ce que fait le compositeur de Silent Hill. Lui, il est vraiment à part. La musique de Silent Hill, c'est à lui que nous la devons. Akira Yamaoka ne ressemble à personne d'autre. Sa musique est unique dans le monde du jeu vidéo. Elle semble jaillir de la vase et l'instant d'après, elle saisit le joueur à la gorge par sa beauté glacée. Ma première musique de jeu, c'est quoi déjà ? Sparkster, sur Mega Drive. Oui, Yamaoka a commencé comme tous les autres en livrant des musiques plutôt ordinaires pour divers jeux mineurs sur console 16 et 32 bits. Jusqu'au tournant majeur qu'il a effectué dans sa carrière lorsqu'il décide, pour Silent Hill, de réaliser une musique encore jamais entendue dans un jeu vidéo. En fait, sur Silent Hill, j'ai voulu faire de l'anti-game music. C'est vrai que mon métier est de faire de la musique de jeu. Mais au fond de moi, j'ai toujours trouvé que quelque part, la musique de jeux vidéo est ringarde. C'est pour sortir de cette routine que j'ai composé les musiques de Silent Hill. Bon, pour commencer, on va poser un rythme. Je l'ouvre et ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Et regardez, si je fais ça par exemple, voilà, j'ai enregistré une sorte de nappe avec le synthé.
Mais je trouve que ce serait encore mieux avec un autre instrument par-dessus. J'ai plus qu'à le rajouter. Quand je vais vite, je mets 1 heure par morceau. Quand je vais lentement, ça peut durer dans les 5 heures. Yamaoka peut aussi changer radicalement de genre. En tant que salarié chez Konami, il participe régulièrement aux jeux de musique de l'éditeur comme Guitar Freaks, Dance Dance Revolution et surtout Beatmania 2DX. Pour ce genre de jeu, je commence par composer la musique d'un coup. Ensuite, je l'enregistre en plusieurs pistes. Une piste pour la grosse caisse, une piste pour la cymbale, une piste pour le piano, etc. On fournit tous ces éléments séparément aux designers et c'est eux qui se chargent d'assigner chaque instrument à un bouton. Mon travail, c'est juste de fournir la musique. Les jeux de musique de Konami sont devenus si populaires auprès des gamers que ces derniers organisent eux-mêmes des soirées où on peut venir danser exclusivement sur les musiques de Beatmania. Derrière les platines, un certain Yosaku, bien connu des gens du milieu, il fait partie des meilleurs joueurs japonais de Dance Dance Revolution et de Beatmania. On prépare une playlist formée uniquement de jeux musicaux de Konami et on passe tout ça mixer à la suite. Les éditeurs de jeux vidéo ont trouvé une nouvelle façon de promouvoir leurs jeux en organisant des soirées en club. Récemment, on a vu ça avec le jeu Rez, sorti sur Dreamcast et PS2. Pour accompagner ça, il y a eu plusieurs soirées Rez en boîte de nuit. Mais toute cette vague de jeux musicaux aurait-elle vu le jour s'il n'y avait pas eu l'étincelle allumée par un musicien excentrique et visionnaire, Masaya Matsuura, le papa de Parappa the Rapper. Parfois, quand je suis en train de composer, mes sentiments sont partagés entre le moi qui veut créer une belle musique, quelque chose d'accompli, et le moi qui s'amuse lorsque je fais des erreurs ou des fausses notes. Je sais bien que ces fausses notes et l'amusement que ça produit ne seront plus dans le morceau une fois terminé. Mais je me suis dit que si je pouvais trouver un moyen de partager cette expérience, ce serait le point de départ pour pouvoir jouer avec de la musique. J'ai cherché un moyen d'en tirer quelque chose de concret. We'll make a cake today that looks rich. Crack, crack, crack the egg into the bowl. Crack, crack, crack the egg into the bowl. Dès le début, il était décidé que ce serait un jeu de rap. C'est donc tout naturellement que j'ai composé des musiques plutôt hip-hop. En même temps, je voulais emballer ça dans des arrangements plutôt mignonnets. C'est le style que je voulais obtenir. Le succès de Parappa est fulgurant, il dépasse très vite le 1 million d'exemplaires vendus. Matsuura continue sur sa lancée avec le génial Vibribon et Umjamer Lamy, la suite de Parappa. Sa force est d'être à la fois le game designer et le compositeur de ses jeux. Voilà ce qui rend son univers si riche et si créatif. Encore plus fou, Moji Bribon est un rhythm game de calligraphie doté d'une synthèse vocale carrément géniale. Enfin, Parappa 2 sort sur PS2. Le jeu ne rencontre pas un grand succès, mais les musiques sont toujours aussi géniales. Même à l'étranger, tout le monde trouvait le concept du jeu plutôt space. Je me souviens d'une anecdote particulière lorsqu'on enregistrait les voix de Parappa 2 à New York. Dans le premier stage, il y a le patron du fast-food Bert Burger qui vient pour rapper. Nous, on avait décidé qu'il fallait absolument que ce personnage soit allemand.
Tout le staff était d'accord là-dessus. Mais quand il cuisine ses hamburgers, il chante un peu à la James Brown. Et quand j'ai expliqué ça au chanteur qui devait faire sa voix, il m'a dit « Mais c'est n'importe quoi! Un James Brown avec l'accent allemand !» Mais bon, même s'il nous disait sans cesse que c'était du n'importe quoi, il a quand même fait le maximum pour y arriver. C'était vraiment un super moment. Moi, il y a un truc que j'aime pas trop dans les musiques de jeu. Prenons par exemple un jeu d'action où il faut combattre des ennemis qui apparaissent les uns après les autres. Et là, il n'y a jamais de musique qui évolue en interaction avec les mouvements du joueur. On pourrait ainsi créer chez le joueur une inquiétude ou un soulagement au moment où il le faut. Mais bon, ça n'existe presque pas. L'influence des musiciens japonais a été déterminante dans la culture musicale du jeu vidéo. Les jeux de Nintendo notamment sont devenus des symboles immuables de ce qu'est une musique de jeu vidéo dans la pensée collective. Que les compositeurs cherchent aujourd'hui à conserver ce son jeu vidéo ou à s'en éloigner nous permet d'affirmer que oui, la game music existe en tant que genre, et ce, depuis le début. La game music ne répond pas aux mêmes critères de qualité que la musique courante. Il n'est plus question de bonne ou de mauvaise musique, mais juste de savoir si elle se marie bien avec le jeu et si elle peut déclencher quelque chose chez le joueur. Bien sûr qu'il y a des musiques de jeu qui, hors de leur contexte, gardent des qualités musicales certaines. Mais au départ, une bonne game music, ce sera une musique qui saura agir sur l'émotion de celui qui tient la manette.